Ce que vient de dire Jean-Christophe, on le retrouve sur les gens qui vont distribuer une partie des réserves pour assurer un résultat. Ça s'est beaucoup vu dans le passé, notamment quand on voulait réouvrir une SCPI à la collecte. C'était une manière de doper son rendement. Du coup, on fait venir les épargnants dessus, et une fois qu'ils sont venus, malheureusement, le résultat baisse. Bon, on est assez ancien dans le métier chacun pour savoir que c'est arrivé. Où est-ce qu'on va chercher cette information, Sonia? Alors, c'est là où le rapport annuel, pour moi, est un document clé. C'est trop dommage, je dirais que c'est aujourd'hui un document qui est essentiellement lu par les distributeurs et qui n'est pas lu par le client final. Et c'est une mine d'informations qui est formidable. Et notamment, ce point-là est dans le rapport annuel, puisque vous avez dans l'état du patrimoine détaillé une rubrique qui vous permet d'identifier le report à nouveau de la SCPI et également les réserves issues des plus-values de cession dont parlait Jean-Christophe. Donc, ça vous permet de voir, est-ce que déjà il y en a, parce que c'est quand même pas négligeable non plus, et s'il y en a, est-ce que c'est utilisé, pas utilisé. Donc, le rapport annuel, pour moi, c'est ce point clé-là qu'il faut vraiment regarder. Et il y a un deuxième point clé, vous avez un tableau qui vous donne l'évolution par part en jouissance des différents revenus. Donc, ce qui est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de regarder pour une part que vous avez acquis, quel est vraiment le revenu payé par les locataires et toutes les charges, que ce soit les charges de la société de gestion, les charges des travaux des immeubles, et ça vous permet de voir comment est traité votre patrimoine immobilier. Est-ce que les charges des travaux augmentent beaucoup, diminuent? Donc, c'est un tableau qui est assez bien précis et qui est assez révélateur de la façon dont vous gérez votre SCPI. Donc, là-dessus, je vous encourage vraiment sur ce rapport annuel à garder notre dernière minute pédagogique, puisque nous avons fait tout un détail sur la lecture du rapport annuel, rubrique par rubrique, qu'est-ce qu'on y trouve et quels sont les éléments clés à regarder. En fait, ce rapport, on le regarde de près, parce que vous savez que nous avons une notation de toutes les SCPI que nous avons vendues dans le passé et que nous pouvons recommander aujourd'hui. Cela sort début juillet, après l'analyse de l'ensemble des rapports de gestion. Et on va regarder ces éléments-là, bien sûr, mais aussi les taux de rendement des achats des 12 derniers mois, par exemple. Ça peut aussi nous donner quelques indications. Je vois Jean-Christophe sourire. Pourquoi? Parce qu'il sait la question que je vais lui poser. Dans sa dernière communication, il nous a fait part de deux achats, l'un qui a un rendement de 5 et l'autre de 5,5. Et c'est à peu près ce que tu nous donnes, Jean-Christophe. Donc comment, avec des achats de 5 ou 5,5 de rendement, tu peux nous donner un rendement de 5,5? Est-ce que ça veut dire que demain, l'épargne Pierre fera 4? Alors, c'est ce que je vais relier ma réponse à ce que je vous disais tout à l'heure. Le rendement net immobilier, c'est le rendement auquel on achète l'actif immobilier. Quand vous mettez l'effet de levier, aujourd'hui sur l'acquisition dont tu fais part, et je donnerai les motivations de cette acquisition, hein, parce que le marché de l'investissement a été quand même relativement corrigé après la période Covid et il faut que nos auditeurs en soient bien conscients. Quand tu mets de l'effet de levier sur une acquisition de 5% comme on l'a fait sur cette opération, sachant qu'on a un bail de 12 ans ferme, donc on a une sécurité des revenus sur les 12 prochaines années, la capacité distributive moyenne, elle est de 6,73. Donc effectivement, avec cet effet de levier, tu augmentes largement la capacité distributive et donc la capacité pour la SCPI à continuer à distribuer ses dividendes. Donc ça, c'est la réponse effectivement très pragmatique et très opérationnelle que je te fais sur ce principe-là. C'est pour ça que le taux d'endettement est important. Quand Épargne Pierre avait un taux d'endettement à fin 2019 qui était de 4%, on avait cette capacité, puisqu'on a un plafond à 20%, on avait une capacité à monter cet endettement pour doper effectivement les résultats par l'effet de levier positif et par les taux d'intérêt qui sont très faibles. Après, qu'est-ce qui se passe sur le marché aujourd'hui de l'investissement? Post-Covid, alors on a vécu un traumatisme pendant quelques mois et vous pouvez le relier à ce qui s'est passé un peu sur les foncières hein, aussi.
la rupture qu'il y a eu dans les valeurs des foncières cotées. Vous avez eu effectivement quelques actifs qui ont corrigé, où globalement le marché s'est arrêté et il y a eu peu d'investissements, sauf ceux qui étaient en cours. Et les prix se sont à nouveau reformulés, c'est-à-dire post-Covid. Ils se sont reformulés comment? Les actifs qui étaient moins bons, où il y avait un risque locatif en 2022 ou en 2023, un locataire qui pouvait partir, soit les investisseurs n'en voulaient pas, ou les investisseurs mettaient un prix qui était beaucoup moins cher qu'avant et les vendeurs ne voulaient pas vendre à ce prix-là. Donc, les investisseurs ont été plus exigeants sur leurs critères en termes de solvabilité du locataire, durée des baux, parce qu'effectivement, on considère qu'il y a 1 ou 2 années qui vont être difficiles sur le marché. Donc, il fallait traverser ces années sans avoir de risque locatif sur les locataires. Donc, globalement, ce qu'on constate après le Covid ou depuis le mois de juin, c'est tous les segments immobiliers sont plus chers qu'avant. C'est-à-dire que les taux de rendement sont plus chers qu'avant. Le bureau de bonne qualité, bien placé, avec un locataire solvable, un bail d'une durée ferme de 6 ans ou 12 ans, vous avez à peu près 50 points de base de moins pour acquérir des immeubles. Et même dans des secteurs que connaît bien Sonia, c'est-à-dire qui sont nos lieux de chasse, qui sont les métropoles régionales, où effectivement on a aujourd'hui des investisseurs qui arrivent, qui ne connaissent même pas le marché et qui mettent des taux aberrants sur les immeubles. Donc le bureau a augmenté. Je ne vous parle pas de la logistique. On a vu aujourd'hui, alors tout le monde bien sûr qui pense à Amazon dit on va acheter de la logistique. Il y a un deal qui s'est produit de plus de 500 millions avec un taux de rendement de 3,6% sur des entrepôts, 3,6%, sur une classe d'actifs qui est très typée. Hein. C'est-à-dire que le jour où le locataire va partir, qu'est-ce que vous faites de cet actif? Excusez-moi, les locaux d'activité, ça a augmenté. La santé, c'est encore pire. Le seul qui a pu résister, et ça va être corrigé, c'est les commerces. On a pu encore se servir sur la classe d'actifs commerce, pas galeries commerciales, hein, pas centres commerciaux, mais retail park et commerce en centre-ville de pieds d'immeuble. Mais c'est en train de corriger parce qu'on a bien compris que le commerce, c'était pas mort. J'entends bien Jean-Christophe. Et avant de donner la parole à Raphaël, qu'on entendra sans le voir, je vais donner la parole à Sonia. Justement, il y a différentes manières de… On va revenir hein, sur les problématiques de tout le monde va quitter les bureaux, tout le monde va parler en télétravail, ainsi de suite, la remontée des taux. Juste, Sonia, quelle autre manière on a dans la palette de performance? Qu'est-ce qu'on a comme autre manière de faire pour aller chercher de la performance? Est-ce que c'est acheter des choses en VFA? Est-ce que c'est acheter des choses vides et les relouer pour doper? Qu'est-ce qu'on a comme autre manière de faire ce surplus de performance? Je rejoins Jean-Christophe sur le fait que dans l'immobilier, on a peu de périodes de stress test. Et je dirais que le Covid a permis d'en être une et de nous montrer qu'est-ce qu'il fallait faire pour continuer à être agile dans les années à venir. Donc, je pense qu'il y a un point qui est extrêmement clé, c'est tout ce qui est la proximité avec les locataires. Et on l'a vu pendant la crise, plus vous êtes proche d'eux, plus vous anticipez leurs besoins, etc. Et pas uniquement juste je paye mon loyer, je reçois mon loyer, mais les aider à développer leur propre business, notamment quand c'est des commerces. 2, vous avez effectivement des acquisitions dans le neuf, il y a énormément de zones d'éco-quartiers qui sont en train de se construire, donc vraiment avec des critères ISR qui sont assez forts, un bien-être des habitants qui est important, donc là il y a des opportunités. Et je dirais qu'on voit bien, hein, c'est ce que dit Jean-Christophe, aujourd'hui ça devient très très cher, donc il faut anticiper les besoins et être extrêmement agile. Donc j'avoue que chez Altixia, voilà, les 4 personnes clés qui sont le gérant des fonds, le directeur des invests, l'asset manager sont tous ensemble dans le même bureau. Donc on est capable de réagir très vite et on essaye d'anticiper au maximum les besoins. Donc c'est pour ça qu'on va aussi dans le sens inverse. On va des fois trouver les locataires et une fois que le locataire nous dit « moi je voudrais un emplacement dans telle et telle ville », on va lui trouver son emplacement. Donc on est sûr comme ça d'avoir tout de suite matché
la partie actif immobilier et la partie locatif. Mais vraiment, je dirais que le maître jeu, ce serait vraiment aujourd'hui anticipation et agilité. Et tout de suite se penser à chaque fois, dans 10 ans, qu'est-ce que je peux en faire de mon actif? Si j'ai pas de réponse, ça veut dire qu'on voit bien que ça bouge tellement vite, ça veut dire qu'on n'aura pas un actif qui sera pérenne sur le long terme. Ok, merci beaucoup Sonia. Je vais voir le son de Raphaël. Alors j'espère que je vais y arriver surtout. Voilà, ça y est Raphaël, ton micro est ouvert. Bonjour Louis, bonjour Sonia, bonjour Jean-Christophe et bonjour à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous rejoindre depuis le début, mais mon ordinateur est un peu capricieux, donc je le fais de mon téléphone portable. Voilà. Raphaël, on t'a mis le bulletin trimestriel de 2020 pour qu'on revoie un peu les éléments du fonds Venture Real Estate. Je vais te demander de te positionner plutôt sur la partie étrangère, c'est-à-dire ta vision du marché belge, luxembourgeois, portugais, voire espagnol. Qu'est-ce que ça donne par rapport à ce qu'on vient de dire, nous, du marché français? Alors, par rapport à ce qui, en tout cas, ce que j'ai entendu de Jean-Christophe et de Sonia pendant les 5 à 6 dernières minutes, je suis tout à fait en adéquation avec ce qui a été dit. Et peu ou prou, on retrouve un peu les mêmes choses sur l'ensemble des marchés européens, avec certaines nuances. Je commencerai plutôt par le Luxembourg, qui est un petit marché, qui est un marché fermé, et donc l'arrivée d'investisseurs, comme Jean-Christophe le mentionnait, sur des villes secondaires en France, peut perturber le marché. Aujourd'hui, c'est un marché qui est très compliqué à investir pour la catégorie de rendement que l'on veut. Donc, c'est pour ça que notre fonds, qui est un fonds pan-européen patrimonial, est assez peu aujourd'hui investi sur le Luxembourg. Par contre, nous trouvons notre bonheur également en Belgique. En France, bien évidemment, il y a un petit peu dans les critères que Sonia et Jean-Christophe ont mentionné, mais également en Belgique, au Portugal et en Espagne. Donc, par exemple, ce qui nous intéressait au cours des 10 derniers mois, c'était de la logistique. Et c'est vrai qu'il y a des aberrations, comme Jean-Christophe le signalait, avec les entrepôts Amazon à 3,5 ou 3,6% de rendement, qui pour nous sont des actifs qui ne sont pas intéressants. On préfère aller chercher de la logistique qui se situe en périphérie ou juste à l'approche de villes importantes. En France, on ne peut pas le faire tenant compte des taux de rendement, mais on peut le faire en Espagne et au Portugal. Et donc, on a acheté la logistique du dernier kilomètre proche de Lisbonne ou proche de grandes villes espagnoles, où là, on a encore vraiment un rendement qui nous convient, qui satisfait les objectifs de notre fonds, mais également qui sont développés dans des zones urbanisées. Et donc, on n'aura pas la concurrence demain de grandes plateformes logistiques qui peuvent s'étendre sur des terrains vagues qui se situent juste à côté. Donc, on a cette protection que l'on veut dans l'investissement logistique. Et comme le disait Jean-Christophe et je pense Sonia, le commerce physique n'est pas mort. Il y a eu un stress test. Il y a maintenant un certain appétit et un certain rendement que l'on peut aller chercher si on est opportuniste dans le commerce. On le voit aussi en Belgique, dans les régions proches de Bruxelles. Donc, on est assez opportuniste dans la partie commerce. On vient chercher des crèches, des commerces, parce qu'il suffit de regarder un petit peu la stratégie d'Alibaba. In fine, depuis un an, un peu plus d'un an, ils viennent racheter du commerce physique. Et il y a je dirais une complémentarité assez forte entre l'e-commerce et le commerce physique. Donc, le commerce physique n'est pas mort, il faut être sélectif, mais néanmoins, de belles opportunités peuvent s'offrir à nous dans ces périodes où c'est vrai que l'immobilier, de façon générale, se renchérit, tenant compte des rendements de la partie financière, que ce soit obligataire, monétaire et autres. Donc, ça génère généralement une hausse des prix immobiliers, des rendements, et donc avoir un impact sur les rendements de ces actifs. Donc, voilà un petit peu la façon dont on se déploie. Donc, principalement, on reste investi en France, mais ça a tendance à diminuer de notre côté en proportion. Et on s'investit plus sur la Belgique, qui est un marché très intéressant pour nous, et sur des zones bien ciblées espagnoles et portugaises. Merci Raphaël pour cette partie-là.
Donc, ton micro sera toujours ouvert, donc il faudra que tu fasses attention à ce que tu dis. Il n'y a aucun problème, merci. On a parlé des taux qui sont bas. Est-ce que ça sera toujours le cas, puisqu'on parle aussi un petit peu d'inflation? Sonia, puis Jean-Christophe. Bon, je vais couper ton micro, Raphaël, parce qu'il y a un petit, je crois qu'il y a un petit buzz. Je te redonnerai la parole. Donc Sonia, puis après Jean-Christophe. Donc on a des taux très très bas. Alors moi je reste, pour être dans plusieurs conseils d'administration de compagnies d'assurance, ils ont toujours une vision quand même que les taux vont rester bas, surtout les taux européens vont rester bas assez longtemps. Il ne faut pas oublier qu'on revient d'un territoire non pas bas mais négatif, qui était presque atteint les moins 0,50 pour l'OAT, qui là était vraiment très compliqué. Mais qu'on continue à rester sur un certain temps entre du 0, 0,50, 0,6, voire monter un jour à 1, j'ai aucune raison aujourd'hui à l'instant T qu'en tout cas en Europe les taux remontent. Maintenant, comme le disait Jean-Christophe, je pense qu'il faut être très prudent sur le niveau d'endettement malgré tout des SCPI, mais il ne faut pas s'en priver pour autant. D'accord. Pour nos épargnants et auditeurs, le fonds le plus endetté, c'est Venture, ce qui peut aller jusqu'à 40%. Je te donnerai la parole après, Raphaël, si j'ai dit une bêtise. Jean-Christophe, même avis que Sonia sur les taux? Oui, alors bon, après, si nos auditeurs peuvent peut-être avoir une interrogation par rapport à la reprise de l'inflation qui aurait une conséquence avec l'augmentation des taux d'intérêt. Après, on peut imaginer que c'est relativement temporaire cette reprise de l'inflation, parce que est-ce qu'il y a un surplus, est-ce qu'il y a véritablement des surplus de capacités productives? Non, nos capacités productives ne sont pas totalement employées. Donc, il ne devrait pas y avoir une pression importante sur l'inflation. Donc, avant 2 ans, on ne voit pas effectivement une remontée des taux d'intérêt de manière très importante pour les crédits immobiliers. Une question, on nous a dit souvent que l'immobilier, ce n'était pas toujours accessible aux jeunes épargnants. Donc, bon, là-dessus, Raphaël, tu es un peu hors jeu, puisque Raphaël, c'est 125 000 euros minimum. Mais Sonia et Jean-Christophe, que répondez-vous à de jeunes auditeurs qui voudraient démarrer dans l'épargne immobilière avec vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que la SCPI est un des supports immobiliers les plus accessibles aux jeunes épargnants, puisque, alors je ne sais plus celle de Jean-Christophe, mais la nôtre est accessible à 2 000 euros pour le premier versement. On peut faire ensuite des versements périodiques à 200 euros. Donc, acheter un patrimoine immobilier de qualité en investissant 2 000 euros initialement, surtout que vous avez plusieurs possibilités, nue propriété, usufruit. Maintenant, un jeune épargnant vaut mieux de la pleine propriété. Il ne faut pas qu'il oublie malgré tout, voilà, que c'est un horizon long terme, ce n'est pas de l'épargne court terme. Mais aujourd'hui, dans son patrimoine, il faut absolument qu'à côté de ses actifs de liquidité, il mette de l'immobilier accessible et qui diversifie son patrimoine immobilier. Sonia a parfaitement raison, quoi. Nous, c'est la même chose, hein. C'est accessible à 1 000 euros. Il peut faire des souscriptions programmées à 200 euros. Je pense qu'après, il faut regarder la responsabilité qu'on porte, vous en tant que conseiller de gestion de patrimoine, nous en tant que gérant. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait véritablement aller vers cette clientèle-là qui, dans un premier temps, va peut-être vouloir davantage investir sur de l'immobilier direct, quoique maintenant les temps ont bien changé. Ils vont peut-être investir sur du Bitcoin parce que c'est facile, ça va aller vite et ils n'ont pas l'évaluation du risque, ou en tout cas, ils ont une notion du risque qui n'est pas tout à fait la même que quelqu'un qui a 35 ans ou 40 ans. Donc oui, on a des efforts à réaliser pour capter cette clientèle-là et lui démontrer qu'effectivement, cette épargne est accessible à faible montant et pour lui préparer son avenir. Parce que plus tôt il le fera, effectivement, plus son épargne sera importante dans 30 ans ou dans 40 ans en tant que complément de retraite. Il ne faut pas oublier que cette jeune génération, elle a besoin de sens. Donc, je trouve que la SCPI, c'est justement un moyen de rendre tangible son investissement. S'il veut creuser, il peut comprendre ce qu'il a acheté, avec qui, etc. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui répond vraiment à leurs besoins de transparence, de pédagogie et de sens. Ce qui est intéressant,
et effectivement, j'ai pas cette notion. C'est regarder les sites de crowdfunding, par exemple, hein, mais ce serait intéressant d'avoir l'âge de la clientèle, parce qu'il y a un accès Internet qui est facile. Ça a une connotation très jeune. Alors, est-ce que c'est la réalité? Mais il faut aussi leur donner les moyens de rajeunir la souscription de la SCPI. Donc, il y a quand même pas mal d'efforts à réaliser. Comptez sur nous. On a parlé du Bitcoin. Je précise qu'il y a quand même 3 émissions sur le dernier mois qui concernent les crypto-monnaies. Donc, je vous invite à aller regarder ça sur Montaigne Conseil et sur YouTube. On parle de tokenisation des actifs. Plus prosaïquement, est-ce que les éléments de blockchain peuvent apporter quelque chose à la gestion immobilière? Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas du tout? Alors, ça peut être très utile sur tout ce qui est les transactions, la fiabilité des transactions pour accélérer, même si tout ce qui est l'activité notariale, c'est déjà pas mal digitalisé. Mais oui, ça pourrait servir là. Moi, je crois beaucoup plus à la nouvelle technologie intelligence artificielle sur l'immobilier, parce qu'on voit qu'on gère un nombre de data qui est quand même extrêmement élevé, d'autant plus si vous allez sur une démarche ISR. On voit bien que voilà, toute la consommation énergétique, les locataires, il y a énormément de data qui ne sont pas du tout exploitées. Et je pense que l'intelligence artificielle nous permettra demain d'encore mieux connaître le potentiel de valorisation des actifs immobiliers que vous achetez en ayant la connaissance des data. Donc je crois plus aujourd'hui à court terme sur l'intelligence artificielle que sur la blockchain au niveau de l'immobilier. Jean-Christophe, un avis, toi qui as créé la première SCPI verte en 2009? Écoute, l'avis sur la blockchain, je suis franchement pas un spécialiste. Je sais qu'on a monté un atelier blockchain pour voir effectivement ce que ça pouvait nous apporter. Ça apporte forcément quelque chose sur le marché secondaire. Donc ça, c'est un élément qui peut faciliter le marché secondaire et la fluidité du marché secondaire, ou d'avoir une position de place sur tout le marché secondaire de toutes les SCPI. Ça aurait sans doute du sens, et il y a sans doute d'autres aspects positifs, mais que je ne visualise pas aujourd'hui. Ce que disait Sonia est important. C'est vrai que la data au niveau immobilier est très peu utilisée. Tu faisais référence effectivement à la SCPI que j'avais créée dans une autre, j'avais contribué à créer dans une autre vie. Bon, maintenant, on a aussi une expérience avec la labellisation ISR d'épargne-pierre. Pour vous donner un exemple, sur les 32 critères qu'on a pris en compte, c'est 220 immeubles épargne-pierre, 550 locataires, c'est 16 000 remontées d'informations sur les 32 critères qui ont été sélectionnés. Donc, ça va bien sûr sur l'énergie, l'économie circulaire, la biodiversité, les engagements de parties prenantes, quoi, je vous en passe, et des meilleurs. Mais effectivement, on est au début de l'exploitation de la data au niveau immobilier. Et là, après, je pourrais revenir sur le label ISR, qui est qu'une étape aujourd'hui dans l'exploitation de la data. C'est-à-dire que chaque gestionnaire immobilier va être obligé de le faire pour avoir une meilleure connaissance de son patrimoine. Et qui dit meilleure connaissance de son patrimoine, dit meilleure gestion in fine et meilleure relation avec ses locataires, et anticipation des risques, sécurisation des loyers. Mais intégrer aussi un élément important au niveau européen, c'est ce qu'on appelle la taxonomie. La taxonomie, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de l'Europe d'orienter tous les flux d'épargne vers l'épargne durable et vers des fonds qui auront effectivement des impacts sur la durabilité des actifs, pour notamment aller vers la neutralité carbone qui est recherchée par l'Europe. Et toutes les réglementations vont être de plus en plus importantes au niveau de l'ESMA, qui est l'équivalent de l'AMF au niveau européen. Et là, c'est une révolution qui est en train de se passer, avec des obligations qui vont devoir s'imposer aux sociétés de gestion à partir de 2022. Donc, le label ISR, c'est très bien, on l'a, mais c'est qu'une étape. Et il a des défauts. Encore une fois, il ne permet pas de comparer
véritablement les SCPI entre elles, parce que les SCPI qui choisissent le label ISR ont des critères différents, donc c'est même pas la peine d'essayer de les comparer. Elles ont le label, donc ça veut dire qu'un certificateur extérieur leur a apporté ce label, mais au-delà, ce que veut faire l'ESMA, c'est effectivement d'avoir une vraie comparabilité. Ce qui est aussi gênant, c'est que l'ESMA, quelquefois, quand elle écrit des textes, c'est un peu compliqué et c'est un peu abconce. Et c'est quelquefois contre nature. Mais bon, voilà mon avis à ce jour. Avant que je donne la parole à Raphaël sur un autre aspect de la gestion des fonds immobiliers, Sonia, un petit mot sur l'ISR, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel vous êtes sensible depuis le départ chez Altitia. Je dirais que je suis comme Jean-Christophe, on ne veut pas juste avoir le label ISR sur nos produits. Pour moi, c'est toute une démarche RSE de la société de gestion, sinon vous n'avez pas de cohérence d'ensemble. Donc oui, on a travaillé dessus pour avoir nos 3 produits labellisés. Ça nous prend un petit peu plus de temps qu'on voulait parce qu'il y a effectivement beaucoup de formalisme. Maintenant, sur le fond, je trouve que c'est une bonne démarche, que ça a été plutôt fait intelligemment, contrairement à d'autres labels que j'ai pu voir historiquement. Le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous avez l'agrément du label ISR assez facilement, je dirais. L'enjeu, ça va être dans 3 ans de l'avoir toujours. Et pour moi, le pire de ce qui pourrait se passer, c'est si jamais une SCPI du marché le perdait au bout de 3 ans, puisqu'en fait, vous vous engagez à obtenir un résultat à échéance minimum 3 ans. Donc, pour moi, c'est un point clé de le faire de façon extrêmement sérieuse et de surtout s'impliquer pour vraiment qu'on révolutionne le patrimoine immobilier et que nous aussi, on apporte notre pierre, hein, c'est comme la pierre du colibri, sur l'amélioration énergétique de tout le patrimoine immobilier français. Merci Sonia et Jean-Christophe sur cet aspect-là. On va changer un petit peu de thématique et on va aller sur la gestion collective. Chez Venture Real Estate, on a un fonds d'origine familiale. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont mises ensemble pour aller construire un fonds. Et il reste aujourd'hui investi dedans. Raphaël, peux-tu nous mettre en avant de quelque manière cette spécificité de votre fonds? Oui, en fait, notre fonds était constitué au départ pour nos propres besoins et des familles qui nous entourent. Et donc, on a abordé l'immobilier en tant que classe d'actifs en tant que tel et en tant qu'actif tangible. J'entends par là le fait que dans mon expérience passée, j'ai été le patron d'asset management de Rothschild, donc la partie financière durant 16 ans. Et donc, on recherchait pour ces familles, ces patrimoines, un investissement qui soit en actifs tangibles. Et donc, notre fonds, donc Venture Real Estate Fund, est né vraiment de cette volonté et de cette compétence. Et donc, nous avons créé donc ce fonds avec des actifs tangibles pan-européens, avec, comme tu le précisais, un endettement environ de 40% à aujourd'hui, et uniquement à taux fixe, donc aucun risque de prise de décalage de taux d'intérêt sur ce fonds. Et donc vraiment avec cet objectif patrimonial pan-européen et extrêmement diversifié. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre fonds, le fonds représente environ 260 millions d'euros aujourd'hui et est constitué de 81 actifs avec des actifs d'une taille comprise entre 2,5 millions d'euros et 15 millions d'euros. Donc voilà un petit peu notre cœur de cible. Et ceci, elles représentent quel pourcentage aujourd'hui là-dessus? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu, Louis. Les familles qui ont créé le fonds. Oui, aujourd'hui, ces familles représentent environ 38% du fonds. Donc, c'est très important, c'est un aliment d'intérêt qui est fort. Et voilà, les gens qui nous ont rejoints sont principalement des gens qui voulaient une diversification de leur patrimoine à côté de leur patrimoine financier qui a sa propre vocation, l'immobilier étant plus décorrélé avec sa propre trajectoire. Et in fine, quand on regarde les répartitions d'actifs dans le monde anglo-saxon, eh bien, on voit qu'en Europe, on a une proportion de patrimoine financier qui est nettement plus importante que le private equity et l'immobilier. Et quand on regarde le monde anglo-saxon, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, eh bien, c'est totalement l'inverse. Donc ça, c'est un phénomène important. Et in fine, le monde européen est en train de converger aussi vers le monde anglo-saxon. Et in fine, on obtient dans une répartition de patrimoine quelque chose de beaucoup plus diversifié et beaucoup plus sain maintenant qu'il y a, je pense, une dizaine d'années pour les patrimoines européens. Et notre fonds était monté dans ce sens-là.
Alors, Raphaël, je vais revenir sur une des spécificités de votre fonds. Il capitalise, contrairement au SCPI qui distribue. Par contre, il a une part déclarable à l'IFI qui est très faible. Est-ce que tu peux, en quelques phrases, nous expliquer pourquoi? Alors oui, en effet, notre fonds est un fonds de capitalisation, donc il a pour objectif d'avoir une performance par capitalisation de 6% net pour l'investisseur annuellement. Donc c'est vraiment notre objectif et on s'y tient. Donc ce qui induit une gestion très prudente de notre immobilier, très patrimoniale. On essaie aussi d'être opportuniste parce qu'on a la capacité de le faire. Donc on ne se prive pas de cela, et notamment pendant la crise, on a essayé d'être opportuniste, même si, comme Jean-Christophe le mentionnait, ce n'est pas évident. Maintenant, pour la partie IFI, nous sommes un fonds de droit luxembourgeois. Et en fait, nous investissons sur nos cibles via une certaine structuration qui nous permet d'avoir une emprise IFI qui est moindre, je dirais. D'accord. En fait, la loi le texte de loi de l'IFI a un peu, comment dire, favorisé les structurations intrasociétaires, enfin, en tout cas les dettes intrasociétaires ou intragroupes, et qui a eu pour effet de baisser franchement la valorisation. Oui. Je vais couper ton micro pour éviter le retour, Raphaël, puisqu'on va revenir sur d'autres aspects avec Jean-Christophe et Sonia, fiscaux notamment. Et juste, voilà, la valeur de Venture est garantie par Grant Thornton ou enfin en tout cas des grands cabinets pour éviter toute surprise au niveau du fisc français. Donc, Jean-Christophe d'abord et puis Sonia ensuite. Aujourd'hui, les SCPI sont, en dehors de la nue propriété, sont par défaut des biens qui distribuent. C'est l'essence même de la SCPI depuis sa création. Il n'y aura pas de, comment dire, de structuration d'SCPI qui ne distribue pas. Pour ça, il faudra plutôt aller sur une OPCI. Exactement. Si tu peux juste développer un tout petit peu ce point-là, autrement ça va tomber à plat. Non, mais la SCPI, c'est un produit de distribution. Donc, effectivement, il y a plusieurs pistes. C'est-à-dire que notre ligne directrice, ça va être l'objectif de distribution qu'on s'est fixé. Après, effectivement, ça va définir notre politique d'investissement. Donc, on va chercher des immeubles pour lesquels un revenu est déjà présent ou un revenu futur va être possible. Donc, c'est ce que disait Sonia tout à l'heure, c'est les ventes en état futur d'achèvement. Donc, on achète un immeuble qui va être livré dans 1 an, 2 ans et qui est loué ou pré-loué ou qui ne peut être non loué, mais qui va être loué pendant la période de construction. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, on peut essayer de saupoudrer d'actifs à valoriser, c'est-à-dire il y a plusieurs possibilités. Vous achetez un actif qui est loué avec des droits à construire, vous allez exploiter les droits à construire et donc avoir un rendement qui sera meilleur après avoir construit l'immeuble et le louer. Vous achetez un immeuble qui est partiellement vacant, donc vous avez un rendement immédiat, mais qui potentiellement peut être plus important par la relocation des locaux ou par la réalisation de travaux qui vont vous permettre de relouer plus cher. Donc, il y a effectivement, quand on a une SCPI qui est relativement établie, qui a des bases saines, où on va pouvoir prendre des actifs qu'on va valoriser davantage. Et puis à l'intérieur, pendant la période d'investissement, sur des SCPI plus anciennes, mais qui peuvent avoir 5, 6 ans, 7 ans, il y a des potentiels de valorisation. Il y a des choses que nous avons achetées, ça doit être la même chose chez Altixia, qui ont été acquises il y a environ 3 ou 4 ans, qui sont déjà des sources de plus-value. Après, là, est-ce que la question que doit se poser le gérant, est-ce que le produit est arrivé à maturité et qu'il vaut mieux le vendre aujourd'hui, prendre la plus-value, plutôt que d'attendre 3 ans d'avoir les flux et d'avoir un risque que le locataire parte ou un risque de vacances important ou de dévalorisation du bien parce que la zone va mal évoluer. Donc ça aussi, c'est tout le travail du gérant d'évaluer ces pistes-là. Et puis à l'intérieur
de ce patrimoine, toujours, qui a été acquis depuis plusieurs années. Les PLU changent et effectivement, il y a des possibilités d'exploiter des terrains qui étaient relativement grands. Tout ça, ça fait des études, ça donne lieu à des études de faisabilité. Pour vous donner un exemple, on a acheté le siège de Colas à Nancy l'année dernière. On a 3000 m² de constructibilité résiduelle. On a lancé la faisabilité et aujourd'hui, on a potentiellement 2 locataires qui vont s'engager, qui peuvent signer un bail sur la totalité. Donc, on va exploiter ces droits à construire de 3000 mètres. Et bien sûr, on aura un taux de rendement in fine qui sera supérieur à l'immeuble que l'on avait acheté. Donc, c'est des moyens aussi de valoriser à l'intérieur de la SCPI. Sonia, si on veut capitaliser avec une SCPI, je sais que c'est possible. Comment on peut faire? C'est quoi? C'est la nue propriété? C'est le contrat d'assurance vie? C'est quoi? Alors, vous avez effectivement le contrat d'assurance vie, puisque dans ce cadre-là, les dividendes ne vous sont pas, les revenus ne vous sont pas versés directement, mais sont réinvestis en règle générale, suivant les assureurs, en part de la même unité de compte SCPI dans votre contrat d'assurance vie. Donc, c'est un moyen effectivement de capitaliser, tout en ayant en plus la liquidité que vous apporte l'assureur. Après, ça reste malgré tout un objectif de rendement, la SCPI. Donc, si effectivement on préfère avoir de la pure capitalisation, c'est l'OPCI qu'il faut aller chercher. La SCPI, c'est vraiment un objectif de rendement long terme. Donc, soit en assurance vie, soit effectivement la nue propriété, mais pour moi, c'est pas une notion de capitalisation. C'est plutôt pour les gens qui ont quand même un niveau d'imposition sur revenu assez élevé et qui veulent attendre d'être à la retraite pour toucher la pleine propriété et d'avoir leurs revenus. Par contre, souscrire de façon périodique avec des versements mensuels de la nue propriété, c'est un moyen d'acheter, comme si vous achetiez à crédit, de la SCPI sur le long terme. Donc ça, quand on regarde les simulations que font certains conseillers comme vous, justement sur certains patrimoines, c'est très intéressant pour les clients. Et c'est un peu technique, donc là, on a besoin absolument d'un conseiller en gestion de patrimoine pour vous accompagner sur le sujet. Bien, mais écoutez, on a abordé bien des sujets, et puis ce qui est bien, c'est qu'on ne s'est pas redit, on n'a pas forcément fait de répétition par rapport aux dernières fois. Nos auditeurs auront sûrement des questions. Il ne faut pas qu'ils hésitent par rapport à ces questions-là. Moi, pendant qu'ils préparent leurs questions, je vais en avoir sûrement une première. Vous avez abordé les effets de la crise Covid, qui sont aussi étonnants qu'on ne pouvait pas l'imaginer, qui est un renchérissement des prix. Alors qu'on nous parlait de bureaux qui se vidaient, il y a plutôt un renchérissement des prix. Ceci étant, est-ce que des quartiers comme la Défense ne sont pas amenés à souffrir un peu de ce qui s'est passé sur les 18 derniers mois? On va commencer par Jean-Christophe, puis après Sonia peut-être pourra nous donner son avis là-dessus. Je crois, lors de notre dernier webinaire, effectivement, on avait cité comme un seul homme, il me semble. Sonia, tu me diras si c'est faux ou pas, mais il me semble qu'on avait cité effectivement que la Défense risquait de souffrir. Alors, bien sûr, pourquoi ça souffre, et je nuancerai le propos. Effectivement, c'est une concentration de bureaux, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres, vous êtes dans des tours. Donc effectivement, c'est pas très compatible avec le Covid et la problématique sanitaire aujourd'hui qui impacte tous les Français. Maintenant, il ne faut pas obérer la capacité des investisseurs à s'adapter et à se projeter dans l'avenir. Il y a eu effectivement récemment, je crois, une grosse transaction, alors je ne l'ai pas en mémoire, mais une grosse transaction locative sur la Défense, donc qui semble contredire le propos que nous avons. Il y a effectivement une remise en cause du schéma de la Défense, mais encore une fois, les propriétaires vont créer beaucoup de services à l'intérieur de l'immeuble, vont essayer d'adapter leurs immeubles aux nouvelles demandes des utilisateurs, et vous aurez toujours des utilisateurs qui auront besoin de 10 000 ou 15 000 m². Donc là, ils devront aller dans des lieux effectivement qui leur permettent d'avoir une telle offre.
Donc, je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Il y a une interrogation sur la défense, mais encore une fois, ce n'est pas ni noir ni blanc. C'est comme lorsqu'on annonçait la mort des bureaux ou lorsque les médias annonçaient la mort des bureaux ou la mort des commerces. Voilà, ce n'est ni noir ni blanc. C'est totalement, le propos est à nuancer. Il y a des actions sur le bureau de réduction de surface de certaines grandes sociétés. Attendons de voir aussi ce qui va se passer et les effets de la reprise, parce que personne n'en parle. On parle d'une reprise de 5 à 6% 2021 et 2022. Si c'est le cas, est-ce que cette reprise sera créatrice d'emplois? C'est une question à laquelle, pour l'instant, je ne sais pas répondre. Mais si elle est créatrice d'emplois, on ne consommera pas de la même manière les bureaux, mais on consommera des bureaux. La tendance qu'on peut vous donner aujourd'hui, très clairement, c'est qu'on sent, et nous, les relocations sur des locaux adaptés, neufs, se passent plutôt très bien. Et je suis assez étonné de la façon dont ça évolue. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais les sociétés qui recherchent des locaux recherchent pas forcément moins cher, mais recherchent mieux. Je vais illustrer mon propos. Une société qui avait 1000 mètres de locaux de seconde main moyennement placés, qu'elle payait 120 € est capable de payer aujourd'hui 150 € pour avoir 750 mètres carrés, donc 250 mètres carrés de moins, mais elle aura le même loyer avec des locaux beaucoup plus confortables. Donc là, c'est une tendance qu'on constate, et pour eux, je laisserai peut-être à Sonia le soin de parler des commerces, parce que là aussi, il ne faut pas avoir trop d'inquiétude sur cette partie commerce. Alors, je rejoins tout à fait Jean-Christophe sur les bureaux. Ce que je dirais, pour moi, c'est pas que la défense. Je dirais que c'est tous les bureaux Île-de-France qui sont de moindre qualité. Quand Jean-Christophe dit qu'il y a du succès sur tout ce qui est neuf ou tout ce qui a des services up-to-date, c'est ce qu'il faut en fait. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y aura des réductions de surface, c'est sûr, en Île-de-France. Dans la deuxième couronne, tout ce qui est pas de qualité, il y aura des réductions de surface, c'est indéniable. Après, effectivement, si on regarde les commerces, certes, ils ont énormément souffert, mais là, on commence à revoir déjà un rebond de tout ce qui est la restauration. Ils n'ont jamais autant travaillé et ils travaillent. Et ce qu'on voit, ce qui est assez amusant, c'est que la consommation, maintenant, vous n'allez pas au restaurant pour déjeuner ou pour dîner. Vous allez au restaurant toute la journée. Vous envoyez 10 h à 14 h. Ils vont même faire un sandwich, un steak à 15 h. On a un mode de consommation. Alors, est-ce que ça va durer sur le long terme? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un besoin de consommation fort qui revient. Donc oui, il y aura des impacts sur tous les actifs qui ne sont pas de qualité. Dès que c'est des actifs de qualité, alors peut-être pas des super rendements. Je pense qu'il faut s'habituer aussi à ce que les rendements soient un peu plus faibles. Mais si on veut un actif de qualité pérenne sur le long terme, je trouve que ce n'est pas un prix cher à payer. Sonia, justement, j'ai une question de Bernard. Il nous dit, bonsoir Bernard. Le rendement de certaines SCPI a baissé. Cette baisse va-t-elle se poursuivre? Sonia d'abord, et après je donnerai la parole à Raphaël. Non, mais typiquement, le Covid a coûté entre 50 et 80 points de base sur nos SCPI l'année dernière. Donc cette année, on a eu encore un début de confinement en début d'année qui fait que je ne vais pas retrouver mes rendements d'il y a 2 ans. Mais il n'y a aucune raison que cette année, alors sous réserve que nous n'ayons pas un 4e confinement à l'hiver, je ne peux pas le promettre. Mais aujourd'hui, dans les tendances actuelles de la vaccination, de la reprise, ça devrait rester stable par rapport aux années précédentes, à l'année précédente, et ça remontera dans les années suivantes. Après, je trouve que quand vous avez des taux entre 4 et 6%, quand on voit, je le rappelle, un taux obligataire d'emprunt d'État qui est plutôt à 0,30, 0,40, c'est des rendements qui sont extrêmement satisfaisants, surtout quand on voit la qualité des sous-jacents qui sont derrière. Je donne la parole à Raphaël pour ton commentaire sur le sujet. Oui, donc je rejoins l'avis de Sonia. Donc les baisses de rendement, donc on les voit. De notre côté, en fait, on équilibre la chose par des investissements, notamment, comme je l'ai mentionné précédemment, en Belgique, au Portugal, dans la région de Lisbonne ou en Espagne. Et donc, c'est vrai qu'on trouve encore notre bonheur sur ces zones-là, sur des actifs de qualité, avec des baux de qualité, de locataires de qualité. Et des rendements qui nous intéressent et qui nous permettent de servir notre objectif de rendement à l'investisseur. Et c'est vrai que le caractère pan-européen nous permet à certains moments de compenser des phénomènes que l'on voit sur une certaine zone géographique par une autre, et il y a des décalages qui peuvent se produire.
Juste une question par rapport à l'année dernière, Raphaël. Quand tu sers 50 points de base de moins, c'est quelque chose que tu mets de côté ou quelque chose qui est définitivement perdu? Alors, par rapport à ça, donc on a, comme tu le disais, on a une approche qui est très prudente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 38% environ des capitaux du fonds sont détenus par des fondateurs. Donc, on a une approche vraiment patrimoniale et prudente. C'est-à-dire que à un certain moment, donc au cours du mois de septembre et décembre 2020, ben, on ne savait pas trop si on allait, surtout en septembre, si on allait avoir une troisième vague de confinement ou pas, si les vaccins allaient se distribuer, ou en tout cas la population allait se laisser vacciner rapidement. Donc à l'époque, on était un peu plus prudent sur l'évolution de 2021 et donc on a une approche prudente par rapport à l'ensemble de nos provisions. Là, on voit que 2021, en tout cas, amorce un redressement et on n'ira plus vers des confinements et des campagnes de vaccination, et notamment en Europe, se déroule bien. Et donc, c'est vrai qu'on revoit un rebond sur la partie commerce et autres. Et donc, ça, c'est plutôt satisfaisant. Donc c'est clair, on était un peu plus prudent en 2020 et voilà, en 2021, je pense que les choses repassent à la normale. Merci, Raphaël. Donc, nous reste à conclure. Je vous remercie tous, malgré nos petits soucis du démarrage, où j'ai rattrapé avec mon ordinateur de secours, parce que j'ai le son sur un ordinateur et l'image sur un autre, pour pouvoir me rattraper. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour avoir tenu la barre malgré les tangages du départ. Ce que je retiens, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu anticiper, nous avons une baisse du rendement qui est la présence de plus d'investisseurs sur les mêmes nombres de zones. Donc ça, c'est venu contrarier un petit peu l'image qu'on pouvait s'en faire. Que la baisse des rendements est peut-être temporaire par rapport à ce qu'on a pu voir sur 2020 et peut-être 2021. Qu'il y a toutefois des manières d'aller chercher de la performance. Et en tout cas, on peut aller chercher l'immobilier tertiaire, soit en épargne régulière, soit pour des montants plus importants, avec ou sans crédit, avec des investisseurs, avec des partenaires sérieux comme vous qui êtes là. J'ai une petite dernière question de Jean-Marie qui nous dit que doit-on penser du projet Grand Paris et du regroupement de Saclay? Sonia en quelques mots et Jean-Christophe qui me promet de le faire aussi en quelques mots pour terminer. Ben moi, je vais être très rapide puisque je vais laisser la parole à Jean-Christophe. Je suis vraiment beaucoup plus sur des bureaux en région, donc je ne pourrais pas dire sur Grand Paris et Saclay. Jean-Christophe, je te laisse la parole. Merci du cadeau, Sonia. Non, mais le projet Grand Paris, nous, on est plutôt métropole régionale, mais je vais répondre. Projet Grand Paris, c'est très marketing, hein, Grand Paris. Moi, je vous parliez de la Défense tout à l'heure. N'oubliez pas que la fiscalité sur les immeubles parisiens, c'est le double de la fiscalité des immeubles en province. Donc ça, il faut pas l'oublier. Quand vous aurez des immeubles vides à Paris, vous aurez une fiscalité qui sera beaucoup plus douloureuse pour les SCPI et vous avez, parce que ce sont des immeubles quand même beaucoup plus gros, des charges qui sont plus élevées. Donc ça, c'est la nuance négative. Bien sûr que dans le Grand Paris, il y a des choses qui se passent et qui sont intéressantes. Donc prendre position dans le Grand Paris sur des villes où le métro va arriver, où il y a des vrais équipements d'infrastructure, des investissements d'infrastructure qui vont être importants, oui, il faut se positionner sur certaines villes au sein du Grand Paris pour bénéficier de cet appel d'air que feront les transports en commun et de la valorisation à terme qu'on peut en retirer. Plus particulièrement sur Saclay, oui, je sais qu'il y a un gros sujet de pôle d'excellence avec notamment tout un pôle recherche, un pôle universitaire et des logements. C'est un projet qui est majeur, hein, avec effectivement les transports en commun qui vont avec. On a étudié quelques projets à Saclay, plutôt en seconde main, qui ne nous ont pas convaincus, mais c'est un secteur qu'on regarde, bien entendu. Le secret, en tout cas de l'investissement, c'est de diversifier.
C'est pour ça que nous n'avons pas un seul interlocuteur ce soir, mais nous en avons trois. Trois que nous avons choisis pour la qualité de leur discours, parce qu'ils souhaitaient accepter de parler en compagnie d'autres, parce que certains ne veulent intervenir que tout seuls, donc ceux-là, on ne les fait pas intervenir parce qu'on veut une diversité d'opinions. Donc en tout cas, Jean-Marie, sachez que nous serons à votre disposition pour vous aider à construire un investissement avec plusieurs SCP. Merci beaucoup Sonia, merci Raphaël et merci Jean-Christophe d'avoir été avec nous ce soir. Je vous dis à très bientôt et soyez aussi brillants que vous l'avez été dans la gestion jusqu'à maintenant. Merci Louis, merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.